Le pays va mal. Oui, le pays va mal. Pourquoi ? Parce que dans sa partie est, la population continue toujours à mourir du jour au lendemain. Raison pour laquelle nous avons voulu aujourd'hui, avec notre invité, analyser le discours, le message à la nation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui justement a appelé à la mobilisation générale, qui a appelé encore une fois la jeunesse à adhérer au sein de l'armée pour soutenir le FARDC. Question de mettre fin à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Samuel Chevaux qui reçoit pour vous aujourd'hui Maître Jonathan Ngwele. C'est avec lui que nous allons essayer de réfléchir autour de cette thématique importante. Maître Jonathan Ngwele, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivront de partout à travers la République. Bonjour également à la grande équipe technique, grâce aux efforts duquel nous allons bien évidemment parvenir au ménage des Congolais. Très bien. Je suis heureux et content de me retrouver sur vos plateaux. Merci beaucoup. Pour parler nation, parler république. Maître Jonathan Ngwele, je rappelle ici qu'il est communicateur de l'AMOCA, la plateforme politique proche à Martin Fayoulou m'a dit Maître Jonathan Ngwele, vous êtes avocat. Rapidement, en 3 minutes, j'aimerais savoir le concours de magistrat. Aujourd'hui, nous avons vu, c'était hier que la liste de retenus a été publiée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Maître Jonathan? Et aussi, est-ce que le nombre de magistrats retenus, parce qu'on parle ici de 5000 magistrats retenus, est-ce que vous pensez que ce nombre pourrait aujourd'hui faire en sorte que la justice congolaise puisse aller de l'avant? Parce que il faut reconnaître ici que notre justice, en tout cas, est un problème, parce que s'il faut revenir sur ce que certains dignitaires avaient dit sur cette justice, notamment, pour ne pas citer ici son nom, pour ne pas faire la publicité, un dignitaire qui disait que le magistrat d'aujourd'hui, les magistrats au Congo, ils s'expriment en 3 V, c'est-à-dire veste, voiture, villa. Aujourd'hui, avec ce recrutement, est-ce que vous pensez que cette justice pourrait inspirer le Congolais? Il n'y a pas longtemps, cher Nathan, et merci de la question, une personne, lui c'est M. Antoine, vous a dit que la justice est en train d'orchestrer la théâtralisation. Et s'il faudrait rentrer à 5 ans passés, il faut voir quelques mois passés ou quelques semaines passées. Il a dit, c'est parce que certainement, nous avons tous déploré de mots. Des mots qui, pour beaucoup, ont rongé notre justice et qui entament même à son administration. Bon, bien évidemment, il faut déjà rappeler que je suis ici comme analyste politique, mais je vais donner un point de vue. Voilà. J'ai plaint la procédure. J'ai plaint les manières dont ces concours ont été organisés. Cher Nathan, vous allez accepter, vous et nous, que l'on admet quelqu'un comme magistrat simplement parce qu'il a coché. Simplement parce qu'il a coché. Il a coché. Parce que les questions étaient à choix multiples. Et curieusement, la procédure voudra que lorsque l'on vous recrute comme magistrat, vous commencez par les parquets. Et le ministère public prend la parole debout. Il parle. Voilà pourquoi la démarcation vient s'établir. Parce que lorsque l'on a recruté en 2011, on a suivi 3 étapes. Il y a eu la dictée, il y a eu la dissertation et il y a eu l'épreuve orale. Et bien évidemment, après, il y a eu 3 mois de formation où il fallait que ceux qui ont réussi pour l'intérieur puissent regagner Kinshasa et être informés, notamment dans la déontologie. Là, c'est un élément. Et de 2, la question même de l'exécution de la justice. Vous savez qu'aujourd'hui, la RDC est l'unique État où le magistrat se soigne avec son argent, quand il est malade. Le magistrat se soigne avec son argent. Avec son argent. L'État congolais ne prend pas en charge les soins de santé pour magistrats. C'est déjà un problème. Aujourd'hui, on vous parle de la notion de réserviste, que vous et moi avons peut-être apprises dans l'élan des activités des sapeurs-pompiers et de militaires. C'est seulement là où moi j'ai appris qu'il y avait des réservistes. Mais j'apprends que dans la magistrature désormais, il y a des réservistes. On va nommer 2500 et 2500 autres vont attendre en 2024. Je me pose la question, dans l'entretemps, ils feront quoi? Pourtant, ceux qui ont vu leur nom, s'ils travaillaient d'office, on va commencer à chercher à les remplacer. Ce qui veut dire qu'ils seront dans l'incertitude pour leur poste de travail qu'ils occupent actuellement. Et qui les protégera? Qui les défendra même? Voilà pourquoi j'ai dit, moi, je pense qu'il serait judicieux, en tout cas beaucoup plus nécessaire, que ces heureux élus, dont nous adressons également nos félicitations, puissent être soumis à ces 3 étapes-là. La dictée et l'épreuve orale. Nous devons être sûrs que ceux qui aujourd'hui porteront la voix du ministère public auront facile à parler
et parler en public, auront facile à bien écrire. Parce qu'ils auront à faire des réquisitions, ils auront à donner des avis qui nécessitera que l'encre coule. Voilà pourquoi nous encourageons l'élan du Conseil supérieur de la magistrature, mais s'il faut dire encore que ces derniers ont encore du chemin à faire, parce qu'il y a pas longtemps l'Assemblée générale où on a fait des résolutions. Je pose la question, est-ce que l'autorité commence déjà à exécuter ces résolutions? Je crois que c'est le point de vue que je peux mettre. J'ai plein la procédure, j'ai plein la célérité. Il semblerait qu'on va les nommer d'ici la fin de ces mois. Oui. Ils auront été formés où? Je fais ça la question. Et pourquoi pas les former maintenant? Donc, toutes ces questions-là, je pense qu'il est encore temps de réparer, il est encore temps de mieux faire. Très bien, merci. D'autant plus encore qu'ils n'ont pas été nommés. Mais surtout qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de jeunes. Est-ce que cette fois-ci, c'est quelque chose d'important, surtout que Félix Tshisekedi prendre pour, en tout cas, l'avenir de la jeunesse. Et il y a eu 2 jeunes qui ont été retenus. Est-ce que c'est un ouf de soulagement pour la jeunesse? Oui, c'est bien évidemment à encourager parce que la jeunesse, nous le disons toujours, c'est l'avenir de demain, mais une jeunesse consciencieuse. C'est ce que nous disons. Une jeunesse qui prend ses responsabilités à bras le corps. Aujourd'hui, oui, nous allons parler de la jeunesse, mais est-ce que cette jeunesse tiendra longtemps? C'est fait ça la question, parce que le mou qui gangrène l'appareil judiciaire, le mou qui gangrène l'administration de la justice n'ont pas encore disparu dans son ensemble. Est-ce qu'ils ne feront pas face à ça? Est-ce que ces mous-là n'attacheront pas à leur sérénité, n'attachera pas à leur tranquillité, n'attachera pas à leur indépendance? C'est fait là toutes les questions qu'il faille résoudre par des réformes structurées. Aujourd'hui, par exemple, si les aînés vous disent haut et fort, en tout cas, nous sommes tristes d'appartenir à ces corps. Nous ne sommes pas assez considérés par l'État. Et que quand la jeunesse arrive, constate les mêmes fléaux. Qu'est-ce qu'ils feront? Bien évidemment, ils vont jouer à la danse. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Parce que cette jeunesse a de la détermination, a de la vigueur, a du courage avec elle. Mais que ce courage-là demeure, que ce courage-là ne soit pas heurté par les maux qui gangrènent notre appareil judiciaire. Alors, maître Jonathan, il faut rapidement revenir sur le tweet d'ailleurs de maître Georges Kapiamba, qui félicite d'ailleurs le Conseil supérieur de la magistrature d'avoir fait un bon travail. Et surtout, celui-ci évoque justement la transparence qui a régné au cours de ces tests, qui a fait en sorte qu'il y ait 5000 candidats retenus. Mais qui certifie cette transparence-là? Je fais ça la question. Aujourd'hui, moi, je l'ai dit, il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous imaginez que pour 23 000 copies, ils ont pris pas moins de 2 mois pour 23 000 copies. Vous imaginez un peu, 23 000 copies corrigées en moins de 2 mois. Je fais ça la réalité. Est-ce qu'ils ont utilisé les nouvelles méthodes pour corriger? Ou c'était sincèrement les correcteurs? Très bien. Et si c'était les correcteurs, ils ont travaillé sur quel élan de travail? Merci beaucoup. Matin, midi et soir. Merci beaucoup, maître Jonathan Ngwele. Madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision, votre magazine CML chez vous, de tout le temps, de tout le jour. Je rappelle que nous avons reçu pour vous maître Jonathan. Il est communicateur de la Mouka. Alors, maître Jonathan, entrons justement dans le vif du sujet. Quelle analyse faites-vous du discours du chef de l'État? Êtes-vous convaincu ou vous êtes dessus, maître Jonathan, du discours du chef de l'État à la nation? Vous savez, lorsque l'on se retrouve dans des situations où la souveraineté nationale est menacée, l'intégrité territoriale est presque morcelée, il faut être non seulement courageuse, mais il faut être consciencieux. Aujourd'hui, nous encourageons tous ces compatriotes qui donnent de leur temps pour encourager, comme nous le faisons, nos militaires, payer régulièrement l'impôt pour que ces militaires aient de quoi être motivés et combattre. Mais lorsque l'on attend l'institution président de la République parler, nous recherchons 3 faits. Moi, personnellement, je recherche 3 faits. 3 faits. Primo, la vérité sur ce qui est déjà fait et qui n'a pas été à la hauteur de ramener la paix. Avant l'état de siège, nous avons notre Bunagana. Après l'état de siège, nous n'avons pas Bunagana. Mais l'on nous a dit sur un média étranger que Bunagana ou encore l'état de siège a facilité l'augmentation des recettes. Est-ce là la mission que nous avons nous confiée à l'état de siège? 2. La vérité sur tout ce que nous avons entrepris, nous, comme démarche dans le sens d'une diplomatie réellement participative. Est-ce que cette diplomatie nous a aidés? La RDC a pris parole 4 fois du haut de la tribune des Nations Unies, à la 74e session, la 75e, 76e et 77e. Mais de tous ces 4 prises de parole, nous ne sommes même pas sortis de là avec une résolution
condamnant ou demandant d'infliger des sanctions à nos agresseurs. Est-ce que cette diplomatie a-t-elle agi? Troisièmement, nous avons nous fait de mise en place, tant dans l'appareil de l'armée que des services. Qu'est-ce qui fait que tous ces services n'ont pas été alertés qu'une tentative de prise de Bunagana serait en train d'être mijotée? Parce qu'ils nous ont pris par surprise. Est-ce qu'ils ont bien fait leur travail ou pas? Ce sont là les premières phases de ce que moi j'entendais. Les deuxièmes phases. Maintenant que vous avez échoué sur toute la ligne, quelles sont les nouvelles orientations données ou entreprises pour amener la paix? Ça, je n'ai pas entendu. Ça, je n'ai pas entendu. On nous appelle, nous, à faire bloc. Nous le faisons déjà. Rappelez-vous que nous avons fait bloc, bien que M. Asselo a ralenti notre élan de solidarité, parce que c'est celui-là qui nous a interdit de porter les Pentagones, qui nous permettait de nous solidariser avec nos militaires. Mais il a permis à Wenge de le mettre dans les conseils VIP. Ça, nous concédons. Également, il faut dire que c'est seulement nous, compatriotes congolais, qui nuit et jour dénonçons depuis cette histoire de mixage, brassage dans lequel notre armée a fait face. Et nous avons nous souhaité, en infligeant même des propositions en son temps, qu'il faille auditer ces services. Essayer de mettre de côté ceux qui ont hérité des galons parce qu'ils ont été rebelles un jour. Parce qu'il faut le dire, la formation militaire, elle est cyclique, pour ne pas dire elle est évolutive. Ceux qui ont fait Kotakoli peuvent aller également faire Kananga, peuvent faire Égypte et peuvent faire Ukraine. Ou même les États-Unis pour formation, même la Belgique. Mais c'est ou celui-là qui s'est retrouvé avec 15 membres de sa famille en brousse, parce que l'on a négocié avec lui qu'il a accepté d'abandonner, on lui donne un galon. Et d'office, il est militaire. Qu'est-ce qu'il connaît de la tactique? Qu'est-ce qu'il connaît de l'art de la guerre? Qu'est-ce qu'il connaît de comment vaincre l'ennemi? Qu'est-ce qu'il connaît de l'espionnage? Qu'est-ce qu'il connaît du renseignement? Je fais là des questions clés où nous attendons. Mais bien évidemment, en l'IE+, nous avons entendu des menaces où on vous dit les compatriotes qui seront en train de ils vont subir la rigueur de la loi. Voilà. La rigueur de la loi devait commencer d'abord par ceux qui pillent nos ressources ici. Nous ne savons pas où est parti l'argent qu'on a pris à Aram. Ils en ont fait quoi? Nous ne savons pas non plus les 57 millions de l'État des programmes de 100 jours. Qu'est-ce qu'on en a fait? Nous ne savons pas non plus la première phase de Chile-Gelou. Qu'est-ce qu'on en a fait? La troisième phase, ou peut-être le troisième point que moi je voulais entendre, c'était vraisemblablement l'appel humble à l'unité. L'appel humble, je le dis bien. Parce que lorsque l'on a échoué sur toute la ligne, ça veut dire qu'on n'a pas été en mesure. Et là, maintenant, on doit être humble pour appeler les autres. Venez, apportez de vos expertises ou même de vos orientations pour que nous nous engagions dans l'élan de reconquérir nos territoires. Mais cette humilité-là, je ne l'ai pas sentie. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, nous faisons face à nos anciens agresseurs qui se sont métamorphosés aux nouveaux agresseurs et en complicité avec le nôtre. Ça, il faut le dire. Je l'ai toujours dit. Considérant le fait que l'Ouganda est en train de nous dédommager aujourd'hui, il a combattu sur nos sols, causant désolation, terreur et meurtre. Est-ce que nous devons nous coopérer de nouveau avec l'Ouganda sur le plan militaire? Nous ne pouvons pas. Mais grâce à la gouvernance actuelle, nous avons la mutualisation avec les Ougandais. Première étape. Deuxième étape. Est-ce que nous devons nous retrouver à la East Community africaine? Pour quel mobile? Parce que les Congolais doivent se rappeler que l'objectif pour lequel la East Community africaine a été créée, c'était de mettre en place une politique commune pour sécuriser l'espace est-africain. Et dans l'espace est, c'est plus la RDC qui est agressé. Avez-vous déjà entendu parler de l'attaque dans l'espace est de la Tanzanie? L'attaque de l'espace est de l'Ouganda? Non, c'est seulement au Congo. Et maintenant, nous allons nous retrouver avec tous ces États-là, fournissant nos informations de sécurité, sachant consciemment qu'ils nous agressent et qu'ils financent des terroristes pour nous agresser. Est-ce que nous devions être là? Pourquoi ne pas recourir aux alliés fidèles qui ne nous demandent rien en retour? Je cite le Zimbabwe, je cite la SADC, qui témoigne de sa solidarité avec nous depuis bien longtemps. Vous allez vous rappeler en 2020, alors que le président Ramaphosa a exercé la présidence de cette organisation sous-régionale, il a dit que le Rwanda ne pouvait pas se retrouver avec nous ici parce qu'il se comporte mal envers ses États voisins. Mais pourtant, nous avons accepté d'aller là-bas. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi est-il faible face à d'autres pays voisins? Il a une diplomatie qui n'agit pas. Il a une diplomatie qui ne rassure pas. Il a une diplomatie qui ne convainc pas. C'est en fait ça les réalités. Parce que si sa diplomatie arrivait à convaincre, chers frères,
Depuis la 77e session des Nations Unies, le Conseil de sécurité s'est réuni 3 fois pour tabler sur des questions urgentes et imminentes, notamment la question de l'annexion des 4 provinces par la Russie, l'Ukraine. Mais au même moment, on a attaqué notre rupture au centre. Et là, l'ambassadeur de la RDC a pris parole. Madame Bintou a encore parlé. Les secrétaires des Nations Unies ont encore parlé. Mais pourquoi ces États n'ont-ils pas tablé également sur la question de la RDC? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à même de convaincre. Alors, sa diplomatie est faible. Est-ce que vous pensez qu'il devrait, cette fois-ci, refuser de pouvoir participer dans toutes les assises visant la paix à l'Est? Déjà, ces assises-là n'ont pas pour but réellement de ramener la paix. C'est plutôt permettre aux vieux copains de se rencontrer. Oui, et lui-même a évoqué les assises, notamment du Kenya et de Nairobi et de Luanda. Voilà, Nairobi, il a été décidé que l'M23 quitte ses positions. Est-ce qu'ils ont quitté leur position? Et pourtant, le Rwanda était là comme observateur. Ça, on doit également le dire aux Congolais. Est-ce que le mobile de ces assises était réellement de ramener la paix? On a été à Oyo, chez Papa Sassou Nguesso. Là également, les recommandations ont été faites. Est-ce qu'ils l'ont respecté? Au Luanda également, des recommandations. Vous imaginez un peu. Donc, déjà là, sur le plan diplomatique, M. Tshisekedi a tout essayé et tout a échoué. Il a tout essayé et tout a échoué. Est-ce que nous devons nous croire à nouveau? Je rappelle toujours aux Congolais qu'en 2014, lorsque nous décidions, bien évidemment, appelé à son âme le général Kayimbi, de mettre fin à cette histoire qu'on appelle M23, nous étions sous embargo. Mais actuellement, nous sommes sous astreinte. Nous avons évolué notre position. Sous embargo, vous ne pouvez même pas. Mais sous astreinte, vous pouvez, mais à condition de donner certaines informations préalables. Est-ce qu'aujourd'hui, là, avec une armée de plus de 120 000 hommes, ces rebelles ont 120 000 hommes pour résister à l'armée congolaise? J'ai dit non. Mais pourquoi on n'arrive pas à engager effectivement nos hommes? Faire confiance à la méthode. Voilà comment les Kenyans se sont moqués de nous il y a 2 semaines. Ils sont venus pour une... Ils sont repartis. Voilà. C'est fait ça la réalité. Pourquoi nous ne devons pas leur demander d'aller pour de bon? Il fallait qu'un émissaire du président Kenya qui ne respecte même pas la RDC, M. Ruto, arrive. Et puis après, l'armée revient. Est-ce que là, on est sérieux avec nous-mêmes? Est-ce que là, on arrive à convaincre nos partenaires de nous Maître Jonathan, vous avez dit une armée avec 120 000 hommes. Est-ce que le problème... Félix Tshisekedi également appelle le jeune à adhérer à l'armée. Est-ce que vous pensez que le problème aujourd'hui s'élève au niveau de nombre de militaires qu'on a au sein de l'armée ou justement à la formation et à l'équipement de ces hommes, de ces militaires? Vous savez, je suis de près les questions étrangères. Je ne connais pas un État qui, pour recruter dans l'armée, fait appel. Mais plutôt précise les domaines de l'armée où les gens s'intéressent moins, pour lesquels on doit aller. Par exemple, actuellement, c'est les Marines aux États-Unis. Voilà. On vous demande d'aller adhérer pour les Marines. Les snipers, c'est volontiers. Les commandants au sol, c'est volontiers. Mais lorsque l'on commence déjà à appeler comme ça, ça veut dire qu'il y a un désintéressement auprès de la population. Qu'il faille réajuster et réactiver. Mais lorsque l'on réactive cette population, il faut poser la question, qu'est-ce qui vous démotive? Et lorsque l'on pose ces questions-là, on se rend compte que le vécu, les constats, est à la base de ces démobilisations, de ces découragements. Bien évidemment, nous encourageons les jeunes à y aller. Mais aller avec amour, pour servir vraisemblablement sa nation. Pas profiter de ce que la nation peut offrir. Parce qu'aujourd'hui, il est certes démontré que certains y vont parce que la nation peut proposer là-bas. Mais pas parce qu'ils peuvent proposer. C'est fait ça la réalité. Les jeunes doivent adhérer. Mais en sachant qu'en adhérant là-bas, ils ne vont pas hypothéquer leur avenir. Ils vont garantir leur avenir en servant sous les drapeaux. C'est ça même les leitmotivs qui doivent encadrer la jeunesse ou les jeunes à adhérer dans l'armée. Alors, Maître Jonathan Félix Tshisekedi dit notre attachement à la recherche de la paix n'est aucunement un signe de faiblesse, encore moins un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans la logique de la guerre totale. Votre lecture? C'est depuis 2020 que ces jeunes gens-là ont bénéficié de ce qu'ils ont bénéficié comme accord. Mais posons-nous une question. Depuis 2020, qu'avons-nous fait pour amener la paix car ici? Nous avons signé des accords avec eux, mais nous sommes en insécurité. Donc, il est temps de dire haut et fort qu'en réalité, notre attachement pour amener la paix sur toutes ces lignes a échoué.
Mais maintenant là que nous avons découvert nos échecs, qu'est-ce qu'il faille faire? Il faut exploiter de nouvelles pistes, de nouvelles options. Et c'est malheureusement ce que M. Tshisekedi ne fait pas. Parce qu'aujourd'hui, il a été dans tous ces sommets. Il a pris parole, il a parlé, il a dénoncé. Mais la conséquence, l'élément retour, c'est lequel? Ils sont toujours là, en train de guetter nos terres, en train de guetter nos minerais, en train de violenter nos femmes, nos enfants et nos filles. Il faille que nous nous assumons. Il faille que nous décidons de préserver notre souveraineté par nous-mêmes d'abord. Et c'est également ça, parce qu'aujourd'hui, avouez que nous attachons à ramener la paix par les négociations, le dialogue. Bon, je me dis, c'est en partie dire haut et fort que je suis prêt à rester comme ça aussi longtemps que les choses dureront. Parce que aussi longtemps qu'on continuera avec le dialogue, le M23 continuera à occuper nos sols, nos terres. Et à ces moments-là, nous n'aurons que nos yeux pour constater. Et c'est ce que nous condamnons. Il faille que nous agissions pour amener la paix. Et ça, et moi, je ne suis plus partant pour ces histoires de dialogue et diplomatie. Je ne suis plus partant. Très bien. Alors, Maître Jonathan, je prends encore un autre propos de Félix Tshisekedi qui appelle à la mobilisation générale et demande de taire les divergences politiques et aux jeunes de s'enrôler dans l'armée. Taire les divergences politiques, surtout l'opposition qui s'attaque aujourd'hui au discours du chef de l'État. Alors, c'est ce qu'il d'ailleurs lui dit. Il demande que chacun, que tous puissions être mobilisés pour mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous, l'opposition, qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'intérêt, justement, de notre pays? Vous savez, lorsque j'entends ce discours de M. Tshisekedi, je suis étonné. Il ne me donnera pas le nom d'un parti de son histoire qu'on appelle l'Union Sacrée, là, qui est sorti dehors pour manifester et demander la paix. C'est quoi ce parti? Donnez-moi le nom. Un des partis de l'Union Sacrée qui aura envoyé les gens marcher pour demander la paix. Déjà en 2020, alors que notre Bunagana n'était pas prise. Nous, votre Bunagana. Notre Bunagana, parce qu'apparemment les gens de l'Union Sacrée ne se préoccupent pas des Bunagana. Nous étions dehors pour demander entre autres le départ de M. Karega. Ce qui a été fait après 2 ans. Êtes-vous après satisfait? Que les gens aient été tués. Êtes-vous satisfait? S'il vous plaît, cher Nathan. Vous savez que nous avons perdu de compatriotes pour demander seulement le départ de Karega. Mumbere Oshin de Agoma, militant de la lucha. Il est décédé parce qu'il demandait que Karega quitte le sol congolais. Il y a eu des arrestations. Et d'ailleurs, moi-même, j'étais sur le champ le jour de cette manifestation. Je ne vais même pas comme reporter. Je ne vais même pas parler des arrestations parce qu'elle était télécommandée, elle était guidée. Il fallait prendre des Pengue, il fallait prendre Mongomba. C'était connu. Mais je parle de morts. Des Congolais qui ont perdu de vie parce qu'ils demandaient le départ de Karega. Chose normale et légale. Parce que déjà, la note technique faite en son temps par le général Kayimbi nous disait qu'il ne fallait pas faire confiance à ces messieurs. Il était expert en espionnage, en nettoyage. Il était expert en tout. Mais c'est ces messieurs-là que l'on a bien évidemment accepté de voir ici. Et que l'on a laissé passer plus de 2 ans ici. Deuxièmement, nous devons être solidaires. En faisant quoi, par exemple? Déjà, ceux qui prient chaque jour pour l'armée. Nous qui payons l'impôt continuellement, nous le faisons pour que dans cet impôt-là, on portionne pour donner à l'armée. Quelle solidarité veut encore? Nous avons décidé de porter le Pentagone. Son ministre de l'Intérieur nous a dit non, ne portez pas. Mais il a permis à Wenge. Comment devons-nous manifester notre solidarité? Chaque jour, avant de commencer mes émissions, et à la fin, j'ai dit courage à nos vaillants soldats, courage à nos vaillants héros. Son gouvernement de la République, par les canaux de son ministre de l'Information, a organisé l'opération Bendele Kouyaté. Quel en est le résultat? Quel en est le résultat? Qu'il nous aide. Quand il parle de solidarité, il veut les voir comment? Parce que déjà, nous les sommes, nous les faisons par nos actes. Les campagnes de payants ont été organisées, c'est payants pour l'armée. Je cite encore, comment on l'appelle, Madame la ministre du portefeuille a réuni les gens au stade de Mathilde. Voilà. Payants pour l'armée. Et la solidarité, il veut quoi? Que nous adhérons tous à l'armée? Mais là, ça sera une révolution. Bien évidemment, qui nous aide à mieux matérialiser cette révolution-là. Nous décidons, nous, Congolais, tous, nous allons à Bunagana. Et lui devant. Et lui devant. Et on parle de l'opposition. Mais c'est cette opposition et même cette résistance qui propose, cher Nathan. Qui est ces membres de l'Union Sacrée? Qui a déjà proposé ces 3 pistes pour lutter contre l'insécurité et ramener la paix à l'Est? Adolphe Mouzou nous a proposé 10 solutions. Bien évidemment, bien avant cela, il avait déjà proposé qu'il fallait donner 1 milliard à l'armée. Qui a écouté? Aujourd'hui, j'apprends que c'est, je crois, 30% qu'ils ont décidé de défalquer. C'est même pas 1 milliard. Vous comprenez un peu? Lorsque l'on vous dit que réellement ces gens ne sont pas prêts à nous aider à ramener la paix, c'est au fait ça la réalité.
Parce qu'on nous appelle à la solidarité, nous sommes déjà solidaires. Moi qui vous parle, j'ai toujours eu mon brassard depuis plus de 10 ans maintenant. C'est parce que je me suis décidé de le mettre en pensant qu'un jour, chaque jour, un Congolais tombe parce que l'État est irresponsable. Mais aidez-moi à enlever ça. Aidez-moi à enlever ça, que je me lève un jour et que j'apprends qu'un Congolais n'a pas perdu la vie. Que j'apprends qu'un Congolais n'a pas perdu la vie. Si vous faites ça la réalité, la solidarité, nous le sommes. Et critiquer l'opposition, oui, l'opposition condamne, oui. Mais dans la majorité, là, qui propose? Qui propose? Et voilà pourquoi j'aime bien donner ma définition, qu'en réalité, l'Union sacrée est composée des moboutistes, kabylistes et tshisekidistes aujourd'hui, en quête de positionnement et sans instruction nette. Alors, maître Jonathan, Félix Tshisekedi appelle la population à la vigilance, mais moi, personnellement, j'ai toujours été vigilant aussi. Pourquoi? Parce que, c'est d'ailleurs la question que je vais vous poser, maître Jonathan, parce que j'ai récemment suivi le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui dit aux députés que quitter les groupes armés. Maître Jonathan, parce que Félix Tshisekedi nous appelle à la vigilance. Nous sommes vigilants aujourd'hui. Nous avons entendu le président de l'Assemblée nationale dire aux députés quitter les groupes armés. Aujourd'hui, est-ce que la justice ne peut pas s'élever partant de la vigilance que nous avons, que le chef de l'État nous a demandé d'être, de pouvoir interpeller le président de l'Assemblée nationale pour savoir qui sont ceux-là, qui sont ces députés qui sont en intelligence justement avec le groupe armé qui opère à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, je vais vous surprendre un peu. M. Mbosso, par ses façons de faire, il ne faut déjà pas lui faire confiance. Il aime bien jouer aux populistes. Lorsqu'il vous dit quitter les groupes armés, 2 ans durant, depuis qu'il a... Non, une année plus de 6 mois, oui. Depuis qu'il a dit ça. Il n'est pas en mesure de donner un nom. Non, pourquoi pas la justice l'interpeller? J'arrive. Même pas un nom. De 2, pour arriver chez M. Mbosso, à l'entrée de son avenue, il a érigé une barrière, contraignant tous ceux qui souhaiteraient entrer sur cette avenue-là à s'identifier auprès de sa sécurité. Vous imaginez un peu. Où se trouverait la justice pour dire, monsieur, l'avenir est ouvert au public. Tout le monde est censé y entrer et sortir comme il veut. Votre sécurité, c'est devant votre porte. Mais on ne le fait pas. Parce que c'est M. Mbosso. Parce qu'il est de l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, s'il faut parler de la justice a reçu mission de rechercher les infractions et de déférer les auteurs devant la justice pour bien évidemment être jugés. M. Mbosso vous dit que je connais ici dans la salle, il y a des ceux-là qui sont dans les groupes armés. Voilà. Pourquoi de manière automatique l'action publique ne peut pas être déclenchée, ne serait-ce que pour collecter des informations auprès de M. Mbosso? Et surtout que Tshisekedi nous appelle à être vigilants. Voilà. Pourquoi? Donc la vigilance commence d'abord par les citoyens Mbosso. Très bien. Qui doit en amont nous donner les noms de tous ces complices, de tous ces Congolais qui siègent dans nos institutions, qui bouffent nos 21 000 $ et qui coopèrent avec les ennemis. C'est juste ça la grande démarche à faire. Mais la vigilance, cher Nathan, je ne sais pas. Il faut que moi, je me substitue à la DGM pour voir dans nos frontières. Parce que c'est chaque jour que je dénonce. C'est chaque jour que je condamne. Parce que je sais et je comprends que ma terre est menacée. Mais les services qui ont reçu mission pour le faire, qui bouffent de l'argent pour ces travails-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je vous ai dit ici, ailleurs, l'on sait déjouer les événements. On sait anticiper les événements. Mais nous avons été laxistes, pour le dire ainsi, et attendre que notre Bounagana soit prise. Et pourtant, nous avons tous les services qui coopèrent. Plus loin encore. À quoi monte ici, cher Nathan? Un bon matin, on se lève et il y a eu des combats. Pourtant, nous avons les ministères de l'intérieur de cette province, les gouverneurs de province, les Redoc et Redoka, et même les maires des villes. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Aujourd'hui, là, il faut qu'on donne à Nathan un Toki Wilkie. Il faut qu'on donne à Jonathan un Toki Wilkie. Et il faut qu'on me donne un laisser-passer pour sillonner les aéroports, les beaches. Pour être très vigilant. Parce que dans ma vigilance, si je vois, je dois dénoncer. Je vais dénoncer auprès de quel numéro vert? C'est déjà la question. Je n'ai pas de Toki Wilkie, je dénoncerai auprès de qui? Je viendrai à la télé dénoncer. Je fais de ça la réalité. La vigilance, nous l'avons. Nous les faisons. Mais demandez à ceux qui ont mission pour plus les faire, de bien les faire. Très bien, merci beaucoup. Des options face au Rwanda, la diplomatie ou la guerre? La diplomatie qui est
privilégié, c'est ce que dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, messieurs, vous êtes sur Semel Chevaux, votre magazine. Semel Chevaux, votre magazine de tout le temps, de tout le jour, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Je rappelle ici que nous avons reçu pour vous Maître Jonathan Ngwele, il est communicateur de la MOCA. C'est avec lui que nous sommes en train justement de changer autour de ces différentes questions liées à l'actualité politique en République démocratique du Congo, surtout les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appelé la population à la mobilisation, à la vigilance, des taire les divergences politiques, et s'enrôler aux jeunes, de s'enrôler massivement au sein de l'armée congolaise. Alors la deuxième grande question de cette émission est celle de savoir, entre la guerre et la diplomatie, quelle est la meilleure option à adopter? Maître Jonathan Ngwele, vous avez la parole. 5 minutes encore pour nous dire, entre la guerre et la diplomatie, quelle est la meilleure option à adopter aujourd'hui? Et puis je vais vous relancer avec 2 questions. Je vais d'abord donner le pourquoi de tel point et non l'autre. Et si nous allons dans l'autre, quelles sont les conséquences? Très bien. La diplomatie qui déjà a démontré ses limites. Parce qu'il faut dire que cette diplomatie a échoué parce qu'elle a été mal encadrée et même mal pratiquée par des gens qui n'en ont pas la maîtrise. Vous savez, même en diplomatie, il faille se vendre fort pour persuader les autres. Aujourd'hui, l'Ukraine a voulu résister d'abord avec ses propres militaires, ses propres équipements, et après bénéficier de l'aide de l'OTAN et même des pays de l'Union européenne. Il a d'abord décidé de s'affirmer. Voilà pourquoi il a resté, je crois, plus de 5 jours avec l'armée ukrainienne. Et du point de vue national, il a fallu en amont que nous puissions nous affirmer, nous d'abord, avec notre armée, nos services, pour après bénéficier de l'aide. Nous avons dit non, on tait le tout pour aller vers une diplomatie. Nous avons commencé à chercher cette diplomatie, qui bien évidemment n'a pas produit de résultats. Partout où nous sommes passés, nous avons pris parole, nous avons sollicité, nous avons demandé, sans avoir de réponse. La guerre, oui, mais la guerre se prépare. La guerre se prépare dans les temps et dans le moyen. Parce que dans la guerre, nous ferons face à 3 faits. Nous ferons face à ces fléaux qu'on appellera recherche de l'information. Pour savoir où se trouve l'ennemi, comment l'attaquer. Et pour chercher l'information, il faut avoir de moyens. Il faut avoir beaucoup de moyens. C'est là même le mot. Deuxième fait, il faut y avoir des hommes au sol. Je dis bien des hommes au sol. J'ai appris que c'est récemment qu'on a envoyé une énième bataillon. Mais pourtant, je l'ai dit, l'armée congolaise aujourd'hui est estimée à plus de 120 000 hommes. Bunagana est occupé à plus de 16 000 personnes. Donc si nous envoyons 32 000 personnes les fois 2, le double de la population nette de là, je vois mal ces M23 sortir de là. Je vois mal les M23 tenir longtemps. Troisième étape, il faille motiver. Motiver parce qu'aujourd'hui, nous devons nous crier ici, soutien au FRDC, c'est une élan de motivation. Mais il faut que l'État décide également d'envoyer assez de motivation. J'ai appris que le ministre des Finances nous a dit que depuis l'événement de cette histoire d'état de siège, les moyens qui ont été envoyés là-bas n'ont jamais été envoyés avant. C'est plus. Mais pourquoi ne pas envoyer du surplus? Je fais ça la question. Parce que si l'on envoie plus, et qu'en dépit de ces plus-là, il y a encore à demander, il faut ajouter plus. Parce que moi, je me dis, c'est 500 familles qui... Alors, est-ce que, parce que vous avez envoyé plus, il faut se taper la poitrine pour ça? Et si seulement on essaye de voir combien sont détournés chaque jour dans les institutions, est-ce qu'il faut se taper la poitrine parce que vous avez envoyé de l'argent au sein de l'armée, chose qui n'a pas été fait récemment? Une très belle question. Une très belle question qui mérite d'ailleurs une très bonne réponse aussi. Est-ce que lorsque l'on gouverne pour l'intérêt de la nation, on est obligé d'étaler sur la place publique ce que l'on pose comme acte? Surtout qui va dans le sens d'encourager nos vaillants soldats. Je fais ça la question. Et même si c'était le cas, pourquoi ne pas le dire en termes d'encouragement? Nous l'encourageons, c'est tout. Je fais ça la réalité. Donc aujourd'hui, à la recherche de l'adhésion populaire de la population, et permettez-moi la tautologie, il faut dire des choses comme ça. Comme ça, les gens diront non, et ils ont envoyé plus que pendant le temps de Kabila. C'est ce qu'ils cherchent. Mais pendant le temps de Kabila,
Bunagana ne serait pas pendant une année. Hein. Parce que là, nous sommes à plus de 140 jours, 4 mois à peu près, de l'occupation de Bunagana. Et pendant ce temps, sur nos sols là-bas, ils collectent les impôts, ils prélèvent des taxes. Et qui va où? Il y a également cette fuite de recettes. Voilà pourquoi je pense qu'entre la diplomatie et la guerre, l'option de la guerre serait souhaitable. Mais il faut la préparer. Est-ce que nous allons aller en guerre avec ces hommes qui ont été et qui se retrouvent là grâce au mixage et brassage? Où il faille tabler sur la formation nette et de manière accélérée. Quelqu'un m'a dit il y a quelques temps que pour former, il n'a pas eu besoin de plus d'une année pour former ceux qui s'occupent de sa sécurité actuellement, l'unité qu'on appelle Chikata. Ils ont été formés pendant 6 mois. 6 mois et on leur confie la sécurité. Et pour la nation. Et pour la nation. Donc moi je pense que l'option de la guerre est souhaitable parce que à l'allure où vont les choses, la diplomatie mal orientée, mal pratiquée ne produira pas de fruits. Mais il faut préparer la guerre. Il faut vraiment la préparer. Il faut préparer la guerre, mais ça prendra du temps. Mais le M23 ne cesseront pas d'attaquer, maître Jonathan. Est-ce qu'il faut ici une solution palliative avant même de préparer cette guerre? Parce que nous sommes sans ignorer que, bien que nous sommes en train de préparer la guerre, mais le M23 ne cesseront pas d'attaquer. Et quand on prépare la guerre, on n'abandonne pas aussi de protéger ces territoires. On protège également ces territoires et on prépare la guerre. Pourquoi? Parce que lorsque l'on prépare la guerre, c'est pour gagner. C'est pas pour perdre. Mais pour ne pas perdre, il faut maintenir ses positions. Donc c'est possible de préparer la guerre et maintenir ses positions ou attaquer même pour récupérer les terres prises. C'est très possible. Aujourd'hui, l'Ukraine se réorganise chaque jour pour récupérer ses provinces. Mais en même temps, il attaque. C'est pareil pour la Russie qui s'organise chaque jour pour maintenir ses terres. En même temps, il attaque pour en conquérir d'autres. C'est en fait ça la réalité. Donc on peut faire les deux au même moment. Mais la plus grande des questions et la plus difficile dans mon humble avis, c'est de se poser la question comment on compte mener cette guerre. Vous savez que dans ces pays, il y a des anciens responsables de l'armée qui ont été brevetés, qui ont même été vainqueurs de certaines guerres et qui peuvent apporter la contribution nécessaire par les orientations. Didier Toumba qui a piloté l'état-major général des FARDC en son temps en 2014, il est encore vivant. Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas l'inviter? J'ai appris que lorsqu'on est dans l'armée, même si on va en retraite, on ne quitte jamais. On est toujours militaire. C'est d'ailleurs, il faut rappeler ici, en Ukraine également, le président Zelensky avait recouru aux anciens combattants qui aujourd'hui aident surtout les jeunes qui sont sur le champ à pouvoir combattre contre l'ennemi. Et pourquoi Tshisekedi ne peut pas le faire aussi? C'est ça la question. Pourquoi on ne rappelle pas? Pourquoi on ne rappelle pas? Et déjà, on veut vaincre la guerre. Mais l'institution où les décisions doivent continuellement être prises, qu'on appelle Conseil supérieur de la défense, s'est réuni moins de 5 fois pendant cet état de siège. Est-ce que nous sommes sérieux? Moins de 5 fois. Pourtant, c'est l'institution constitutionnelle censée tabler sur les questions sécuritaires. Parce que là, on retrouve les chefs de corps et les commandements militaires. Lorsque le gouvernement là, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'il donnera en termes de moyens. Lorsque l'armée là, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'il prévoit comme tactique. Lorsque l'Assemblée nationale là, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'il prévoit comme loi pour encadrer. Et lorsque le président de la République est là, c'est pour nous dire quelle orientation pense-t-il donner pour amener la paix. Et lorsqu'on ajoute certains députés et membres de la Commission de défense et de sécurité, c'est pour également tabler sur leurs rapports au vu des constats qu'ils ont eu à faire dans leur institution. Mais cette institution est réunie moins de 5 fois pour 140 mois et 140 jours. Est-ce que nous voulons réellement ramener la paix? Et la récente d'ailleurs, avec comme pour l'une des plus grandes décisions, c'était simplement le départ de Vincent Karega, à l'instar de certaines décisions subsidiaires, mais la grande décision était le départ de Vincent Karega. La deuxième réunion du Conseil supérieur de la défense avait demandé également au gouvernement de la République de suspendre les accords qu'ils auraient contractés avec le Rwanda. Le premier ministre, chef du gouvernement est là, mais le Conseil supérieur de la défense lui demande. Voici le contraste. De suspendre ces accords. Et à ce jour, le gouvernement de la République ne s'est jamais prononcé. Contraste dans la chose encore. On vous dit qu'on expulse, si on demande les retours, ou encore on donne 48 heures à l'ambassadeur rwandais de rentrer. Mais qu'est-ce qu'on fait de nôtres qui se retrouveraient là-bas? On les laisse. Est-ce que c'est pour dire qu'ils réellement veulent rompre avec le Rwanda?
Et plus grave encore, les Rwandais donnent position, ils disent il ne va pas chasser le nôtre. Est-ce que là, on a fait quelque chose? Nous avons avancé de Alors, Maître Jonathan, regardant justement l'attitude du chef de l'État, est-ce que vous pensez qu'il est prêt à s'apprêter pour la guerre contre le Rwanda? Les signaux et tout ce qu'il dégage comme onde ne permet pas de conclure qu'il sera prêt pour ça. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a été pour plus de 4 fois sur la même table avec le Rwanda. Ils ont échangé. Mais il n'est pas sorti de là en ramenant la paix. Première étape. Deuxième étape. Lorsque nous parlions en son temps qu'il faille auditer l'armée, il faille expulser Karega, il faille rompre les relations. Quelque temps après, le quartier général de Rwanda s'installa à Goma. Ça veut dire que quelqu'un trouvait du plaisir, que certains critiquent, que certains exigent et que lui n'exécute pas. Troisièmement, aujourd'hui, s'il faut aller vers la guerre, il faut bien évidemment donner des indices qui nous prouveront que réellement le monsieur est prêt à aller vers la guerre. Analysons un peu tout ce qu'il produit déjà comme indice. Rien de tel ne prouve qu'il est prêt à aller vers la guerre. La preuve, c'est qu'il n'est pas en mesure de citer le nom de Kagame. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, les Rwandais ne sont pas d'accord avec l'étude de Kagame face aux Congolais. Mais notre institution, la première de toutes d'ailleurs, n'est pas en mesure de citer Kagame, que c'est vous qui financez. C'est vous qui financez. Et c'est vous qui encouragez. Aujourd'hui, que les Nations Unies nous bombardent l'information sur lesquelles ces rebelles-là ou ces terroristes posséderaient des armes beaucoup plus sophistiquées que le nôtre, et que nous nous retrouvons du haut de la tribune des Nations Unies pour parler, sur invitation de ces mêmes secrétaires généraux, là, je suis triste. Les refus, comme l'a fait le président malien, comme l'a fait le président Poutine, serait la meilleure des options pour prouver que réellement, je ne dépends pas de vous. Les porte-paroles vous donnent cette information, vous l'envoyez vers l'expulsion. Mais lorsque la personne pour qui il porte la parole parle, et vous allez assister à son invitation, vous allez répondre à son invitation plutôt. Est-ce qu'on est prêt à aller vers la paix? Est-ce qu'on est prêt réellement à aller vers la guerre? J'ai dit non. Parce que les indices que j'ai démontrés là ne prouvent pas que le citoyen Antoine est prêt à nous engager vers la voie de la guerre pour nous ramener la paix. Alors, Maître Jonathan, la cité de Kiwanja et Rutshuru, les 2 cités ont été prises en otage par le M23 juste quelques jours après la reprise des hostilités, et cela coïncidait d'ailleurs après la mise en place justement au sein de l'armée. Est-ce que vous pensez que le numéro 1 de l'armée n'a pas pris le temps de pouvoir étudier le positionnement de l'adversaire avant d'ailleurs de déclarer la reprise des hostilités avec le M23? Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que nos 2 localités puissent encore être prises entre les mains de M23. Est-ce que c'était une erreur de reprendre aussitôt les hostilités avec le M23? Je l'ai toujours dit, nous avons plutôt bénéficié des changements des commandants et non du commandement. On a changé les commandants, je le répète encore, et non les commandements. Parce que si réellement on avait changé les commandements, je vous donne un cas. La Russie décide de changer son commandant en poste en Ukraine, pensant qu'il ne jouerait pas efficacement son rôle. Voilà pourquoi les Ukrainiens commencent à prendre de l'avance. Le président Poutine décide de changer. Il nomme un nouveau, sans que ce dernier ait pris officiellement ses fonctions. Il descend là-bas. Et 4 jours seulement, il récupère 4 territoires, 4 provinces. Vous comprenez un peu? Mais chez nous ici, il fallait nous dire que nous attendons la prise d'armes. Prise d'armes, et pendant qu'on est agressé. Et pendant ce temps-là, c'est lui qu'on remplace, plutôt, ne prend pas de décisions ou ne prend plus de décisions. Il attend sa remise de reprise. Là encore, c'est un problème. Et lorsqu'il prend effectivement ces commandements-là, donnez-moi la date. Je suis à la recherche d'ailleurs de la date où il a réuni les commandements militaires, lui chef d'état-major. J'ai vu, il a reçu
le numéro 2 de la MONUSCO ici. J'ai vu, il a réussi. Mais où est-ce qu'il a réuni les commandements militaires? La date. Donnez-moi seulement la date. C'est fait ça la réalité. Aujourd'hui, je l'ai dit au effort, je pense qu'on a changé les commandants et non les commandements. Vous pensez qu'on a changé le commandant et non le commandement. Maître Jonathan Ngwele. Alors, je vais rapidement lire quelques tweets pour voir comment le discours du chef de l'État a été reçu au sein de l'opinion congolaise. Je prends ici Noël Tiani. Moi, d'invite à qui dit que je suis très déçu du discours du président de la République, Félix Tshisekedi, qui constate le chèque de la diplomatie, mais est incapable de déclarer la guerre au Rwanda qui occupe de territoire de la RDC. Fachi reste gentil avec son frère Kagame. C'est génocidaire avec 10 millions de morts sur ce bras. Triste, comme je l'ai dit dans l'entame ici, d'entendre ces discours où l'on avoue fort que sa diplomatie a échoué. Mais pourquoi sa diplomatie a échoué? C'est d'abord la question de l'auto-examen. On nous dit toujours qu'après des échecs, il faut évaluer. Qu'est-ce que j'ai fait qui a conduit à cet échec? Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que j'échoue? Et là, il ne nous a pas dit. C'est pourquoi quand j'ai évolué j'ai évoqué les 3 points à l'entame là, je l'ai dit. Tout Congolais sérieux et consciencieux sera déçu. Et encore davantage. Parce que la conclusion en fait de ces discours, c'est 3 mots. Les tentatives de ma diplomatie a échoué, solidarité, et tout Congolais qui osera va subir la rigueur de la loi. C'est les 3 points qui résument ces discours. Et dans l'entretemps, mon Bounagana est toujours occupé. Dans l'entretemps, ces voyous de DM23 continuent à terroriser ma population. Et puis vous allez me dire que j'ai des gens qui vraisemblablement posent des actes pour amener la paix. Alors l'autre, c'est le candidat malheureux à l'élection de 2018, Seth Kikouni, qui dit 50% de la population s'attendait à une déclaration de guerre, 48% à la démission, juste avant du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et seuls 2% ont provisoirement été convaincus. Le traître infiltré et brebis galeuse sont ceux qui détournent et dilapident l'argent de l'État. Il ne faut pas chercher ailleurs. Vous savez, c'est malheureusement pas la culture des Congolais de pouvoir quitter leurs fonctions lorsqu'on sent qu'on n'est pas en mesure de l'exercer convenablement et apporter des solutions. Les positions émises par les citoyens Kikouni, c'est vrai. Beaucoup de Congolais attendaient qu'après qu'il nous aurait confirmé qu'il a échoué et qu'il nous laisse. Et qu'enfin, celui qui pourra apporter la solution arrive. Monsieur Maître Jonathan, nous sommes en Afrique. Vous pensez que la culture de la démission est propre pour les Africains? En Afrique, j'ai vu un président faire un seul mandat et partir. On l'appelle Goodluck Jonathan. Il pouvait en faire 2, mais il est parti. Il y a encore des gens à même de tenir. Il y a encore des gens à même d'être responsables. Mais il y a aussi des gens qui n'ont rien à faire du sens de la responsabilité. Lorsque l'on échoue, ils encouragent. Lorsqu'on n'est pas en mesure, ils continuent à s'entêter. Mais pourtant, ailleurs, lorsque l'on sent que l'on ne peut pas, la moindre des choses, c'est de partir pour laisser place à ceux qui peuvent pour amener la paix. C'est en fait ça la réalité. Donc les 2% qui peut-être se seraient enjaillés d'entendre ces discours, si vous essayez de mieux catégoriser, vous allez trouver que soit ils habitent les environs de Limité, soit ils sont à Limité. Très bien, merci. Nos compatriotes que j'aime bien. S'il y a certains qui sont contre le discours du chef de l'État, il y a d'autres qui sont pour. Je prends ici le cas de Jean-Claude Katende qui dit « Le discours du président Tshisekedi est vraiment responsable et patriote. Maintenant, il lui appartient de recevoir respectivement l'opposition, la société civile, le jeune et la majorité pour échanger et recevoir les avis pour la mise en œuvre de certains appels qu'il a fait. » Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide de vous appeler, vous, l'opposition, pour essayer de changer sur certaines questions importantes? Vous serez prêt à aller, Maître Jonathan? Qu'est-ce qui arrive à mon très cher aîné Katende? Qu'est-ce qui lui arrive? Très vite, il a déjà oublié que tous ces gens-là ont été reçus. Très vite, il a déjà oublié. Je vous rappelle que le citoyen Antoine a reçu, pour créer son union sacrée, toutes les composantes, et même les enfants de la rue. Et même les enfants de la rue. Les enfants de la rue. Oui. Et il a même reçu en son temps aussi, lorsqu'il est parti à Goma, toutes les composantes de la vie politique à Goma. Société civile, étudiants, élèves, chefs coutumiers, tout le monde.
Et c'est d'ailleurs à l'occasion que le petit Jason lui a remis la clé USB. Voilà. Pour dire chaque fois que vous tenterez de prendre des décisions sur ce coin ou sur les questions sécuritaires, visualisez. Peut-être que Jason avait déjà donné la solution dans cette vidéo-là. Il recevra à nouveau pourquoi entendre. Je prends le cas de ma famille politique, la Mouka. Nous avons brandi haut et fort la proposition de sortie des crises. Qui ne l'a pas vu? Je prends la récente, les 10 points ou les 10 possibilités pour amener la paix d'Adolphe Muzito. J'évoque encore ici les tweets de Denis Mukwege qui était contre notre adhésion à la East Community africaine. Vous voulez encore quoi de plus? Réception. Hein. M. Katene va encore nous parler de réception ici. Les gens vont commencer à faire de tout. Réception. De tout ce qu'il a eu à recevoir, de tous ces mémos-là. Quels en est les résultats? Après compilation, bien sûr. Parce que chacune de ces composantes a amené un mémo. Et je parle particulièrement de ces de l'Est, lorsqu'il a reçu les couches à Goma. Chacun était porteur d'un mémo. Et ces mémos-là ne donnaient-ils pas des pistes de solutions? La résistance, nous le disons, la paix nous préoccupe au plus profond de nous. La preuve, c'est que nous avons proposé la proposition de sortie des crises. Nous avons ajouté les 10 points avec le président de Nouvel Élan, Adolphe Muzito, l'autorité morale. Qui lui d'ailleurs insiste que sur la guerre contre le Rwanda. Et encore plus loin, nous avons nous proposé l'érection de ces murs-là, qui va définitivement nous séparer du Rwanda. Qu'est-ce que la gouvernance de Kinshasa a réservé à toutes nos propositions? À Lingala, on dira que la gouvernance de Kinshasa est Matoi Mangongi. La gouvernance de Kinshasa n'écoute pas. Et face à une gouvernance qui n'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre de côté et travailler à leur place. Voilà pourquoi je suis pour l'option. On appelle tout le monde à apporter sa pierre et on met les citoyens Antoine de côté. Nous travaillons. Après, nous allons nous lui produire nos résolutions. Voilà, nous avons travaillé à ta place. Nous pensons que si tu appliques ça, tu ramèneras la paix. Parce que lui mettre avec nous dans l'équipe de travail ne produit pas de résultats. La preuve, c'est qu'il a reçu les gens qui ont proposé, qui ont opiné. Mais pour quel résultat? Donc, si nous appelle, nous, on va encore brandir cette thèse de solidarité. Hein? Oui, par solidarité, nous allons avancer. Mais à condition que lui ne soit pas là. Que nous travaillons à sa place, que nous le proposons après. Alors, Maître Jonathan Wele, une dernière question parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Ah, déjà. Aujourd'hui, les assises de Kenya qui ont fait en sorte que les forces régionales puissent rejoindre l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que ça a raison d'être? Parce qu'ici, j'aimerais qu'on puisse évoquer, d'une part, la mutualisation de forces avec les UPDF qui n'a rien apporté jusqu'à présent. Qui a plutôt occasionné l'occupation de Bunagana. Et les UPDF de l'Ouganda qui sont aujourd'hui sur le terre congolaise. Et la présence de forces régionales qui rejoignent déjà la partie Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que ça constitue l'encombrement de forces à l'Est? Et est-ce qu'on sera capable, avec toutes ces forces, de bien identifier l'ennemi qui est le M23 soutenu par le Rwanda? Vous savez, c'est seul le Soudan du Sud qui n'est pas au Congo. Tous ces 6 pays qui aujourd'hui mutualisent avec nous pour le compte de la East Community africaine ont déjà des unités en poste au Congo. La Tanzanie a des éléments dans la MONUSCO. L'Ouganda a des éléments dans la MONUSCO. L'Angola a des éléments dans la MONUSCO. La Tanzanie a des éléments dans la MONUSCO. Les Kenyans ont des éléments dans la MONUSCO. L'Ouganda se retrouve, je peux dire 3 fois maintenant au Congo. Pareil pour les Kenyans. Ils se retrouvent à la MONUSCO. Ils se retrouvent dans la mutualisation avec les UPDF. Et ils se retrouvent encore dans la force régionale. Pareil pour l'Angola, la Tanzanie et quoi d'autre, je ne sais. C'est seulement le Soudan du Sud qui n'est pas dans la MONUSCO et qui sera pour la première fois dans l'East Community africaine. Mais la plus grande des questions, c'est la question que j'ai même posée pour la question des UPDF avec la mutualisation avec eux. Ils seront là pour combien de temps? Et puis les Kenyans nous ont dit ici qu'en réalité ils sont venus pour créer la zone tampon et non combattre. Est-ce cette histoire de zone tampon demeure ou ça a été changé, où il y a eu évolution? Ils ne vont plus faire, ou ils ne vont plus organiser la zone tampon pour maintenant combattre. Et s'ils vont combattre, qui va payer? Ou quelle est la nation qui va payer cette mutualisation? Et il faut vous dire que ça va coûter. Appeler comme ça 6 États
envoyer les leurs sur le sol congolais, c'est coûteux. Et surtout à l'est de la République démocratique du Congo où il y a de minéraux, est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas toucher à ces minéraux? La question de savoir, après, ils ne vont pas nous réclamer une portion de nos terres. C'est fait ça la question. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame, il y a des nations très fidèles qui ne demandent rien en retour. Justement. Auprès de qui nous pouvons bien recourir, mais que nous n'avons pas voulu. Je vous prends le cas du Zimbabwe. Il nous a toujours aidés ici. Est-ce que le Zimbabwe nous a déjà demandé les terres un jour? Tant de manière licite ou illicite? Jamais. L'armée de la SADC, pourquoi nous n'avons pas recouru à eux? Déjà que pour le compte de l'armée de la SADC, nous aurons plus de 30 États derrière nous. Donc ça veut dire que nous aurons presque la majorité dans l'Union africaine. Mais dans la liste communautaire africaine, nous n'avons que 6 États. Et dans les 6 États, seuls 3 États ont des armées bien positionnées. Non, 4. Il y a l'armée kenyane qui est avant nous en Afrique. Il y a l'armée congolaise, il y a l'armée angolaise et puis l'armée tanzanienne. Et s'il faut mettre également ces forces de Rwandais là. La Soudan du Sud par exemple. Il est quantième en Afrique pour prétendre venir nous aider. Sa nation est presque morcelée à deux. D'une part les rebelles et de l'autre partie l'armée régulière. Incapable de ramener la paix chez eux. Mais nous prétendons qu'ils vont ramener la paix chez nous. Non. L'option pour ramener la paix au Congo, c'est faire confiance à nos FARDC et nos services. Alors, Maître Jonathan, est-ce que les accords qu'ils ont signés autour de ces assises ne pourront pas un jour répercuter contre la République démocratique du Congo après la venue peut-être de notre président pour qu'on soit dans une même difficulté? Je prends ici le cas de ce qui est arrivé avec le feu Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces accords signés ne pourront pas, une fois, un jour, répercuter contre la RDC et ils vont cette fois-là dire que voilà, nous avons signé tel accord, il faut que la République démocratique du Congo nous donne ça. Est-ce que votre crainte ne va pas dans ce sens-là, Maître Jonathan? La plus grande question, qui dit ces accords? Qui dit ces accords? Parce que nous savons que les accords ont éventuellement les droits et les obligations. Les droits qui sont faits après une session. Les obligations qui sont faites après un engagement. Mais lorsque nous contractons avec ces États-là, qu'est-ce que nous mettons en jeu? C'est fait ça la vraie réalité. C'est ça même la problématique. Voilà pourquoi nous avons dit également, lorsque nous marchons déjà en 2020, que la gouvernance équitative devait nous donner ou devait mettre sur la place publique l'essentiel de ces accords. Ils ont décidé sur quoi? Et malheureusement, c'est ce qu'on ne dira jamais. Je l'ai toujours dit, nous avons nous donné des moyens à nos agresseurs, cher Nathan. Aujourd'hui, par exemple, l'or de notre partie est raffiné ou au Rwanda. L'impôt qui en découle est payé ou au Rwanda. Et le Rwanda a maintenant des moyens, voilà pourquoi il devient têtu. Si et seulement si nous avons refusé de lui accorder ce droit-là de raffiner notre or, vous êtes sûr qu'il allait autant être orgueilleux comme il est actuellement? Là, c'est de 1 de 2. En 2020, ou même fin 2019, lorsque nous acceptions de signer l'accord avec ces terroristes de M23, quelle a été la menace nette que brandissait ces M23-là pour que nous signions des accords avec eux? Ils nous ont menacés où en 2020? Parce que leur histoire avait bien pris fin en 2014. Et nous avons même été beaucoup plus généreux en acceptant qu'ils puissent être agréés comme parti politique ici. Ils ont concouru aux élections ici. C'était quoi la menace? Donc en réalité, nous avons, nous, par la gouvernance de Kinshasa, favorisé l'enrichissement de ceux qui nous agressent aujourd'hui. Voilà pourquoi nous pensons que, entre autres mesures qu'il faille prendre, pas seulement expulser Kariga, dont nous acceptons et nous saluons, mais il faut également rappeler les nôtres là-bas. Il faut également suspendre tous les accords que nous avons en secret avec le Rwanda. Et aussi demander au QG du Rwanda qui se retrouve jusqu'à ce jour à Goma de partir. Alors, Maître Jonathan, avec cette insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo, vous pensez que ça pourrait entraver le processus électoral en 2023? L'insécurité n'est pas seulement à l'est. Même à Kinshasa, nous sommes en insécurité. On nous a appris ici que les gens apprenaient à manier les armes à Kingaboa. Ce n'était pas à l'est. Chaque jour, ces voyous et délinquants de Koulouna amputent et tuent. C'est une forme d'insécurité. En Kwamout également. En Kwamout, c'est une forme d'insécurité, sans compter les coupeurs de route que nous avons de par quelques provinces.
Ce sont là les fléaux de la sécurité, dont une politique sécuritaire nette pouvait mettre fin. Mais par absence de celle-ci, nous assistons à cette montée recrudescente de l'insécurité. Mais s'il faut dire un mot sur l'insécurité face aux élections, nous l'avons dit et je le redis toujours, le citoyen Antoine ne partira pas sans avoir remis notre Bunagana et ses environs. Il est obligé, tenu de nous ramener notre Bunagana. Parce qu'au mois de janvier 2019, lorsqu'il prêtait serment, il a pris 2 345 000 km², y compris Bunagana. Et à son départ, il doit laisser Bunagana aux Congolais. Voilà pourquoi nous pensons que la situation de l'insécurité peut être vraiment résolue par beaucoup de volonté. Si nous mettons à cette volonté, assez de détermination, nous finirons cette histoire d'insécurité et nous irons aux élections calmement. Très bien, merci beaucoup. L'insécurité ne peut nullement être le prétexte pour glisser et se maintenir au pouvoir. Parce que lorsque l'on est au pouvoir, c'est pour apporter des solutions, notamment aux problèmes de sécurité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Samuel Chauvoux, votre émission qui a reçu aujourd'hui Maître Jonathan Ouélé. Il est communicateur de la MOCA. Maître Jonathan, merci à vous d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous dis également merci pour l'invitation. Et c'est comme je ne cesse de le dire, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, faites ce que vous pouvez faire le mieux pour le Congo. À nos militaires, beaucoup de courage. À ces dirigeants d'être beaucoup plus consciencieux pour qu'ensemble, nous luttons contre ces terroristes et nous ramenons la paix au Congo. Très bien, merci beaucoup, Maître Jonathan Ouélé. Alors, Madame, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Restons mobilisés pour mettre fin justement à la guerre qui persiste dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. On se retrouve comme ça le lundi, ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début déjà du week-end chez vous. Au revoir.